Dans ce document, nous explorons les autopropriétés. Donc, le préalable, c'est évidemment les propriétés. Donc, d'abord, voyons deux classes. Une classe qui est définie avec, bon, ici on a un champ public, string, non, string nullable, et une classe qui est définie avec un champ non, toujours, mais un champ, plutôt que d'être un champ, c'est une autopropriété. Donc, public, string, non, getSet. Ça, c'est ce que vous aviez fait, ce que vous avez fait probablement en Web 2. Donc, quand on construit un nouvel objet avec une propriété getSet ou avec un champ, on voit que ça se crée à peu près de la même façon. Et quand on affiche avec LinkPad, ça s'affiche aussi de la même façon. Donc, de prime abord, une autopropriété getSet, ça semble se comporter exactement comme un champ public. Donc, il ne semble pas y avoir trop de différence entre les deux. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques différences entre les deux dans ce document-là. Donc, la première chose à savoir, c'est que une autopropriété getSet, c'est équivalent à quoi? Une autopropriété getSet, comme on voit ici, c'est équivalent à... C'est comme si dans votre classe, vous définissiez un champ privé, non, qui possède le même type que vous avez ici, donc string nullable, et que vous définissiez aussi une propriété, non, N majuscule, la même nom que vous avez ici, avec un getter qui retourne le champ privé et un setter qui modifie le champ privé à partir de la valeur que vous voulez mettre dedans. Donc, votre autopropriété que vous codez comme ça est équivalente à toute chose, à toute fin utile, au code que vous avez ici. Bon, il y a aussi ce que vous devez savoir, c'est que dans la propriété que vous avez ici, si vous regardez le setter, il n'y a aucune validation. Donc, c'est une caractéristique des autopropriétés, c'est que les autopropriétés n'ont absolument aucune validation qui leur sont associées. Autre chose, c'est que le champ privé qu'on voit ici, là, on l'a appelé non. Mais le compilateur, quand il transforme votre code d'autopropriété en ce code-ci, le champ privé, il va le créer, le compilateur, et il va le créer, il va lui donner un nom étrange, le nom que vous voyez ici. Donc, c'est ce nom-là qui va lui être donné. Et comme vous voyez, c'est un nom un peu étrange que si jamais vous le tapez dans votre code, ça ne marchera pas. Donc, il y aurait moyen d'accéder à ce code-là par la bande, par une technique qu'on appelle la réflexion, mais c'est une technique qui est hors du cadre de ce cours-là. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir c'est quoi qu'on veut dire par la réflexion. Donc, c'est un lien qui mène vers Wikipédia. Mais si vous cherchez réflexion C#, vous allez voir un peu comment ça fonctionne, si ça vous tente. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, là, on vient de voir qu'une autopropriété getSet ressemble et semble se comporter comme un champ. Alors, la question se pose, pourquoi utiliser une autopropriété getSet plutôt que de simples champs publics pour stocker des données dans une classe? Pourquoi qu'on se compliquerait la vie à ajouter un getSet quand on peut juste utiliser un champ? Ben, il y a plusieurs raisons légèrement subtiles qui militent en faveur de l'utilisation d'une propriété getSet. La première et la plus évidente, c'est qu'il y a plusieurs frameworks C# qui sont faits pour fonctionner avec des propriétés et non pas des champs. Donc, c'est le cas, entre autres, de Entity Framework que vous avez utilisé en Web 2. Et c'est aussi le cas de la sérialisation qu'on a, JSON, qu'on a vu dans ce cours-là. Et aussi, une autre chose qu'on peut dire, c'est que bien que les propriétés getSet n'assurent pas une bonne encapsulation,
Pourquoi? Parce que le setter n'est pas validant. Il y a en quelque sorte un premier pas qui est fait dans la direction d'un renforcement ultérieur du contrôle qu'on peut effectuer sur les éléments dans notre classe. Donc, si jamais il y a un besoin ultérieur qui se fait sentir, on pourrait renforcer le degré d'encapsulation. Donc, c'est comme s'il y a un premier pas il y a un premier pas dans la direction de l'encapsulation qui est effectué. Bien que, apparemment, il n'y a pas vraiment d'encapsulation parce que tout est public, en réalité, ce code-là est équivalent à ce code-là. Donc, techniquement parlant, notre classe est en quelque sorte encapsulée. OK, bien que là, on joue un peu avec les mots. Mais il y a comme un premier pas où on peut parler d'une espèce de semi-encapsulation qui est effectuée parce qu'en réalité, on crée un champ public, un champ privé, pardon, et ce champ-là est accédé à l'aide de getter, de setter, mais là, c'est des propriétés get et propriétés set qui sont automatiquement créées par le compilateur. Donc, il y a comme un premier pas qui est effectué dans la direction de l'encapsulation. Donc, si jamais plus tard, on voulait nous-mêmes créer une propriété getSet pour contrôler l'accès à un champ qu'on rajouterait nous-mêmes qui serait privé, ben on pourrait le faire. Fait qu'il y a comme le premier jalon qui est positionné, il y a une structure qui est mise en place qu'on pourrait parfaire par la suite. Donc, il y a une possibilité d'évolutivité du code qui est pas là quand on met juste un champ. Okay? Quand on met juste un champ, il y a quand même peut-être une évolutivité possible, mais moins. Il y a peut-être des petits problèmes qui peuvent se produire. Tandis que quand on met une propriété getSet, auto-propriété getSet, il n'y a rien qui nous empêche de faire évoluer notre code d'une manière qui serait peut-être avec une encapsulation plus agressive, éventuellement. Donc, une autre chose, là, on fait comme un petit détour dans notre présentation. On veut parler de l'initialisation facultative des champs. Donc, on se rappelle que si on a une classe comme ça, avec une propriété, une auto-propriété getSet, ou ça pourrait être un champ aussi, si on crée un nouveau Jedi, si on a un Jedi avec un nom, si on crée un nouveau Jedi, il faut, du moins, on devrait spécifier son nom ici dans la séquence d'initialisation, mais on pourrait oublier de le faire, comme on le voit ici. Donc, si on ne veut pas oublier de le faire, la façon de faire pour ne pas oublier de le faire, c'est d'ajouter un constructeur. Cependant, il y a un nouveau mot-clé qui a été rajouté en C# à partir de la version 11. Donc, notre .NET 7 2022. Ouais, c'est ça, 2022, mais novembre 2022. Donc, on aurait pu l'introduire avant, ce mot-clé-là, mais ça ne me tentait pas parce que probablement c'est une nouveauté. Puis deuxièmement, il ne fallait pas non plus se reposer entièrement là-dessus. Donc, c'est le mot-clé required. Donc, qui dit qu'un champ ou une autopropriété est requise quand on instancie un objet. Donc, ici, par exemple, si notre autopropriété non, ou ça pourrait être un champ, ça fonctionnerait aussi, getSet, on l'a dit comme étant requise, required. Quand on instancie un nouveau Jedi ici, si on oublie de spécifier le champ ou l'autopropriété non, ici, si on oublie de le faire, ça va être une erreur de compilation. Okay? Ça me dit ici, required member Jedi.non must be set in the object initializer or attribute constructor. Donc, c'est un mot-clé utile qui nous oblige à renseigner notre champ dans notre séquence d'initialisation. Maintenant, on va voir un autre type d'autopropriété qui s'appelle l'autopropriété getInit. Donc, l'autopropriété getInit, c'est une autopropriété qui définit un
un champ. Donc là, on voit, on a required, encore une fois ici, qu'on ajoute. Donc, c'est un champ qu'on veut absolument renseigner au moment de la construction de notre objet. Mais un champ qui... donc, le required fait en sorte qu'on a, ça nous évite d'avoir à définir un constructeur dans notre objet. Ça nous évite aussi d'avoir à déclarer notre string comme étant nullable. Vu qu'on est obligé de la renseigner, on peut exiger que cette string-là soit non nullable. Donc, on peut faire required string, on n'est pas obligé de mettre un point d'interrogation. Donc, ça a plusieurs avantages. Donc, on n'a pas besoin de déclarer constructeur. On n'a pas besoin de la rendre nullable. Donc, required string, non. Et le fait d'utiliser init, ça fait en sorte que on peut initialiser un nouvel objet, mais init fait en sorte qu'on ne peut pas le modifier une fois que l'initialisation est terminée. Donc ici, on crée un nouveau Jedi, et une fois que le Jedi est créé, on ne peut pas le modifier par la suite. Donc si vous voulez, c'est comme l'équivalent d'un read-only. Donc une autopropriété getInit, c'est comme l'équivalent d'un champ public read-only, en quelque sorte. Okay? Donc, voilà, ça permet de créer, d'une autre façon, une classe immutable. Donc, la propriété getInit équivalente, ça serait celle-ci, où est-ce qu'on définirait private string non égale nul forcé, comme ça, nul, point d'exclamation, et on a public required string non, get et init, ici on a une propriété de type init. Okay, donc ça, c'est l'équivalent, la classe équivalente à ce qu'on a défini ici. C'est juste pour montrer c'est quoi l'équivalent. Donc, c'est quoi l'intérêt des propriétés getInit? Ben, on vient de le dire, en fait, précédemment. Donc, c'est que c'est l'équivalent, ça permet de définir des classes immutables. Et c'est l'équivalent, d'une certaine façon, d'un champ public read-only. Mais c'est mieux parce qu'il est sérialisable. C'est mieux parce que c'est un premier pas dans les étapes de l'encapsulation. Et en fait, c'est un peu aussi équivalent à ce qu'on pourrait... C'est un peu équivalent à, d'une certaine façon, un record. On peut, disons, aller même un peu plus loin puis définir des autopropriétés uniquement get. Donc, on a vu getSet, on a vu getInit. On peut aussi définir des autopropriétés uniquement get. Donc, quand c'est uniquement get, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, à ce moment-là, vous êtes quasiment forcé de définir un constructeur dans votre classe. Parce que là, il n'y a plus moyen de... Init, ça veut dire qu'on peut l'initialiser directement en créant un nouvel objet, comme on a vu ici. Init, on peut l'initialiser ici. GetSet, on peut l'initialiser ici aussi. Mais purement get, là, ça devient plus possible de faire ça. Donc, ça prend absolument un constructeur pour initialiser notre propriété get. Donc, une propriété get ne peut être initialisée que soit dans un constructeur ou soit directement ici, on aurait pu mettre par exemple égal quelque chose. Okay? Donc, c'est les deux seules façons d'initialiser des autopropriétés get. Donc, des fois, je vais dire juste des propriétés get, mais si je fais un raccourci, je devrais dire autopropriété. Okay? Mais si je parle de propriété get, puis vous voyez ça comme ça, get, parce que je suis en train de parler d'une autopropriété get. Donc, ici, on voit que c'est un constructeur qui est validant. Donc, argument exception point throw, blablabla. Donc, on valide notre argument et on initialise. Donc, l'équivalent, c'est la classe que vous auriez ici. En fait, l'équivalent de ça, ça serait ce que vous auriez ici. Donc, on définit ici notre champ privé, read-only. On a notre getter, qui est ici. Donc, où est la propriété get? Ben, elle est là. Et notre constructeur. Et si on avait fait une classe immutable read-only à la place, ben, ça serait ça ici. Donc, est-ce que c'est bien de définir des champs public read-only ou d'utiliser des propriétés, autopropriétés get ou alors même getInit? Donc, les deux permettent de créer des propriétés, des objets immutables avec constructeur validant.
c'est vrai, tantôt, je parlais c'est vrai que tantôt, je disais que getInit, c'était équivalent à des champs publics read-only, mais c'est vrai que ça marchait pas tout à fait ce que je disais, ça marchait dessus, ça marchait pas. Ouais, non, ça marchait quand même. Donc, mais peu importe. Est-ce que vous devriez utiliser des propriétés get ou des champs publics read-only comme en faisant des objets? Moi, je dirais qu'il y a des pour et il y a des contre dans tout ça. C'est sûr que là, vous allez peut-être devenir un peu, vous allez peut-être vous dire, ouais, ok, là, ça va peut-être devenir mélangé, parce que jusqu'à maintenant, je construisais avec vous les classes d'une certaine façon, puis là, vous dites, ouais, je pourrais utiliser des propriétés, des autopropriétés à la place d'utiliser des champs, qu'est-ce que je devrais faire? Bon, à un moment donné, il y a un peu des équivalents dans tout ça. C'est sûr que normalement, C#, ben, c'est plus moi je vous dirais des champs privés, des propriétés, des propriétés pour accéder à ces champs-là, c'est parfait. Puis sinon, des autopropriétés. Les champs publics read-only, en réalité, peut-être en C#, sont un peu moins utilisés d'une certaine façon. Parce qu'ils sont moins compatibles avec les frameworks, etc., etc. Mais évidemment, si vous venez du Java ou du C++, ben eux autres utilisent plus ce genre de trucs-là. Donc l'équivalent du read-only, c'est final en Java. Donc c'est important de savoir que si au lieu d'utiliser une autopropriété get, vous utilisez par exemple une autopropriété getInit, ben là, puis que vous utilisez un constructeur validant, ben en réalité, vous êtes en train de un peu de vous tirer dans le pied parce que il y a toujours moyen de bypasser votre constructeur en faisant ça. Donc, sachant que votre autopropriété est publique ici, donc parce que vous pouvez créer un nouveau Jedi ici avec votre constructeur, et après ça, vous pouvez modifier dans la séquence d'initialisation ici, vous pouvez modifier votre autopropriété qui est ici, puisqu'elle est init, vous pouvez la modifier ici dans la séquence d'initialisation, ce qui vous permettrait de bypasser votre constructeur. Donc, on voit ici qu'on fait New Jedi Yoda, la validation passe du constructeur, puis après ça, on bypasse le constructeur en allant directement modifier le champ ici, le champ, l'autopropriété non, à cause que init, on la bypass en mettant un nul dans notre comme nom du Jedi, et pouf, on s'en va avec un nul, ce qui ne devrait pas arriver. Donc, si vous déclarez ici public string non get set ou get init, ça se combine pas du tout bien avec les constructeurs. Donc, je dirais évitez ça. Donc, une façon de régler vous pouvez utiliser des propriétés getSet publiques, mais l'idéal, quand vous avez un constructeur, c'est de la déclarer comme étant private set. Donc, get private set. Si vous faites ça, vous pouvez modifier votre nom, par exemple, mais le setter, la partie set de votre nom reste privée. Donc, la modification ne peut se faire qu'à l'intérieur de la classe elle-même. Ici, par exemple, on a un Jedi, vous avez un constructeur, et on invoque un setter ici pour faire la validation et la modification. Et tout ça se fait sur la propriété set ici qui reste privée. Donc, est-ce que c'est extraordinaire comme code ce que vous avez ici? Peut-être pas nécessairement, mais c'est juste pour montrer que ça peut fonctionner comme ça. Que vous pouvez faire utiliser des propriétés getPrivateSet. Donc, des propriétés getPrivateSet, c'est quand même quelque chose d'assez souvent utilisé, je dirais. Donc, l'équivalent, c'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez une propriété privée et vous avez un propriété get public, mais votre setter, votre propriété set ici reste privée. Donc, pourquoi utiliser des autopropriétés getPrivateSet? Ben, ça revient un peu à ce que je viens d'expliquer. Essentiellement, ça permet un peu d'économiser votre salive. C'est sûr que vous pourriez faire quelque chose comme ça, définir des champs privés avec
propriété get pour accéder à ce champ-là et une propriété set ici qui reste privée, mais rendu là, vous êtes aussi bien peut-être d'économiser votre salive et carrément vous définir une propriété publique, mais get private set. Ce qui nous amène à nous reposer la question, mais qu'est-ce qu'un record? Donc, record 201. Donc, on n'a pas encore vraiment répondu à cette question-là, mais avec ce qu'on vient de voir maintenant dans ce document-là, on peut essayer d'y répondre un peu mieux. Donc, un record, c'est équivalent, ou enfin, on va quand même préciser dans un document ultérieur un peu mieux c'est exactement c'est quoi un record, mais c'est équivalent à une classe qui définit des autopropriétés get pour chacun des paramètres du record, ainsi qu'un constructeur, mais qui est non validant. Donc, comme vous allez le constater sur la prochaine diapo, le record définit aussi une notion d'égalité, mais qu'on va aborder dans un document ultérieur. Donc ici, vous avez un record personne qui possède un nom et un âge, et vous avez une classe individu qui possède une autopropriété get nom, une autopropriété âge int et un constructeur avec nom et âge qui set le nom et l'âge ici. Donc ce record-là et cette classe-là sont grosso modo équivalents. Pour s'en rendre compte, on peut le voir ici. Donc, on crée une nouvelle personne, Yoda 800, un nouvel individu, Yoda 800. On fait un uncapsulate, puis on fait un dump. Qu'est-ce qu'on a? On a Yoda 800 avec un backend field de 800 et un backend field de Yoda et un equality contract. Ça, c'est le petit truc spécial que je vous ai dit que on verrait, en fait, on le verra pas vraiment, mais il y a une notion d'égalité. Et ici, on a la classe, on a le nom, on a l'âge, et on a le backing field, encore une fois. Et on a le backing field ici, encore une fois. Donc, on voit que le record et la classe qu'on a définie ici sont pratiquement équivalents. Même quand on fait un uncapsulate, on obtient presque la même chose. Donc, en résumé, dans ce PowerPoint-là, on a vu 4 types d'autopropriétés. Les autopropriétés getSet, getInit, get et getPrivateSet. Et un mot-clé important, required, pour marquer des données qui sont requises. Les autopropriétés ne permettent pas de faire des choses nouvelles que vous ne pouviez pas faire avant en C#. Donc, tout ce que vous voyez, les autopropriétés, en fait, ça permet juste de vous simplifier la vie en créant automatiquement un champ privé sous-jacent et une propriété getSet, getInit, get ou getPrivateSet automatiquement. Donc, c'est juste que ça vous permet d'économiser votre salive. Ces propriétés ne sont pas validables. Donc, les autopropriétés getSet et getInit ne font pas bon ménage avec les constructeurs, puisqu'on peut contourner les validations de ces derniers dans la séquence d'initialisation. Donc, c'est inutile de les mélanger dans une même classe. Les autopropriétés get et getPrivateSet, au contraire, nécessitent quasiment l'usage d'un constructeur, idéalement validant. Un record semble équivalent à une classe avec des autopropriétés get et un constructeur non validant pour initialiser ces autopropriétés-là. Donc, on va voir plus loin que c'est plus que ça en fait, mais c'est une bonne approximation pour le moment. En résumé, si on regarde les cas de figure possibles, donc, si vous voulez créer une classe de données mutable qui est non validante, vous pourriez utiliser des autopropriétés getSet, required si possible, sans constructeur. Si vous voulez créer une classe de données immutable non validée, alors vous pourriez utiliser des autopropriétés getInit, required si possible, sans constructeur, ou alors un record. Si vous voulez créer une classe encapsulée immutable, vous pourriez utiliser des autopropriétés get plus un constructeur validant, ou alors des champs publics read-only plus un constructeur validant. On a vu aussi d'autres façons de créer ce genre de truc-là. Et si vous voulez créer une classe encapsulée, mais mutable, vous pourriez utiliser tout simplement des autopropriétés getPrivateSet plus un constructeur validant.
Donc, il est aussi possible de mélanger, dans une certaine mesure, différents types d'autopropriétés dans une même classe. Par exemple, getSet plus getInit dans une classe sans constructeur, ou encore get plus getPrivateSet dans une classe mutable, avec constructeur validant, mais dont certaines données seraient immutables. Terminé.